Et salut, c'est Major Mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez bloqué dans votre volonté de reprendre le sport ? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un expert qui va nous expliquer exactement ce qui se passe dans notre cerveau pour découvrir les mécanismes qui sont encodés dans notre pensée, qui soit nous boostent, soit au contraire nous freinent dans notre pratique. Ce qui commence à ressortir dans la littérature, ce qu'on vit en tant qu'enfant dans l'activité physique, ça s'encode dans le cerveau, ça crée des associations, par exemple sport déplaisant, sport punition, sport douloureux. Ce qu'il a montré dans ses travaux, c'est que au plus la cohérence motivationnelle est forte, au plus les personnes atteignent leurs objectifs. Je peux avoir très envie de jouer à la console le samedi matin, je vais me dire ouais mais quand je vais rentrer et là je vais me mettre devant ma PlayStation, alors là ça va être encore plus plaisant. C'est comme si tu me disais toute la littérature se penchait sur le vent dans les voiles du bateau, mais qu'aucune se disait tiens en fait il y a encore l'encre qui est attachée depuis le départ. C'est exactement la métaphore qu'on a utilisée. Vous connaissez déjà sûrement Doctolib. Pour ma part, je l'utilise en tant que patient, mais surtout en tant que kiné, et ça me fait gagner un max de temps. Alors Doctolib, c'est la prise de rendez-vous en ligne, mais pas que. Vous pouvez accéder à plein de services pour gérer plus facilement votre santé et celle de vos proches. Par exemple, vous pouvez mettre tous vos documents médicaux dans votre espace personnel sécurisé, les envoyer en un clic aux soignants qui vous suivent ou à la pharmacie. Et comme ça, plus de risque de les perdre. Et pour nous, je ne vous cache pas, en tant que kiné, que c'est hyper agréable. Quand un patient avec un cas complexe qui viennent avec ses radios, ses IRM et ses comptes rendus, on peut enfin faire un bilan complet grâce à ces documents. Donc pensez à le faire. Salut Cyril, comment ça va ? Bah ça va très bien Greg, et toi ? Ça va très bien. Alors ma question est très simple. Pourquoi les gens n'arrivent pas à se mettre au sport ? Eh ben ma réponse va être très compliquée. Bienvenue. Bienvenue. Si jamais vous savez pas faire du sport, si jamais vous avez du mal à vous y mettre, si jamais à chaque fois que vous y mettez, vous n'arrivez pas à entretenir la motivation, vous n'arrivez pas à avoir de résultats, Cyril est le mec qu'il vous faut. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre au sport, ça serait quoi ? Ce serait de déjà commencer à se focaliser sur à quel point ça peut être plaisant de faire de l'activité physique, plaisant de faire du sport, et pas sur à quel point c'est important pour sa santé ou pour des bénéfices ultérieurs. Ça pour moi ce serait vraiment la première porte d'entrée. Le plaisir avant, entre guillemets, la sanction de si tu le fais pas, ça sera pas bon pour toi ? Ouais, exactement. En fait on a un vieil historique de conseiller aux gens de faire de l'activité physique pour des bénéfices, pour la santé, parce que le médecin le recommande, parce que les proches poussent l'individu à le Les faire. kinés avec les bretelles sur les réseaux sociaux ? Par exemple des kinés avec des bretelles. Et le problème c'est qu'on oublie à quel point le sport peut être plaisant et on pousse les gens vers une activité physique uniquement pour des bénéfices en oubliant qu'ils vont vivre plein de choses à travers l'activité physique qui peut être agréable et qui peut les amener juste naturellement à continuer à en faire. Alors que Rencontrer des amis. exactement, Se rencontrer challenger. des amis, se challenger, dépasser ses limites, simplement juste pratiquer par exemple en pleine nature et passer par un chemin qui est agréable. Il y a plein de choses dans l'activité physique qui seront plaisantes et se refocaliser là-dessus, ça peut être déjà un des premiers leviers les plus efficaces pour amener les gens à faire de l'activité physique. Alors la raison pour laquelle je t'ai invité Cyril, c'est parce que derrière ce conseil qui a l'air finalement simple, toi tu as une vraie source. Qui tu es toi Cyril ? Alors moi je m'appelle Cyril Forestier, je suis docteur en sciences du sport, donc j'ai fait le parcours traditionnel, un doctorat en STAPS, le postdoc, après j'ai été chercheur pendant quelques années à l'université, enseignant-chercheur. Et il y a quelques temps, depuis quelques temps, je ne fais plus ça, mais bon, ça change rien en fait que c'est une casquette que j'ai portée pendant quasiment 7 ans, donc voilà ma casquette de chercheur en sciences du sport. Et qu'est-ce que tu as appris justement quand tu viens un peu chercher dans nos petits cerveaux, dans notre petite motivation ? Pourquoi est-ce que finalement tu arrives au plaisir ? Alors, comment tu arrives au plaisir ? Il y a beaucoup d'études qui s'y sont intéressées et qui ont essayé de comprendre pourquoi est-ce que les gens prennent du plaisir dans le sport. Et généralement, un des leviers que tu as mentionné tout à l'heure était correct pour le coup. Par exemple, partager avec des amis, la proximité sociale, le fait de faire des rencontres et d'interagir. C'est quelque chose que, en psychologie, on aime bien, que l'être humain aime bien. Et donc, ça va donner du plaisir. Pourquoi ? Alors, les mécanismes exacts, je pense que je ne les connais pas. Tout ce qu'on observe, c'est que lorsque l'activité physique facilite l'interaction, versus quand l'activité physique ne facilite pas l'interaction, par exemple des séances d'activité physique avec coopération ou juste avec atteinte d'un objectif solitaire, et ben on regarde que les gens ont pris plus de plaisir et se sont plus amusés quand ils interagissaient avec des collègues que lorsqu'ils étaient seuls. Donc en tout cas, c'est ce qu'on observe. Les mécanismes exacts, je t'avoue que je ne les connais pas. Je te donne un exemple concret. Moi, j'ai essayé de mettre ma fille à l'athlétisme de 8 ans. Et j'étais très surpris de voir les coachs qui systématiquement, quand les enfants de 8 ans essayaient de parler, leur dire « ne parlez pas ». Et je voyais ma fille qui tirait la gueule et je me dis
c'est surprenant parce qu'en fait, dans le sport, oui, il y a la performance. C'est OK. Et encore, à cet âge-là, on peut se poser vraiment la question de la performance, mais il y a surtout le lien social. Et s'il y a une autorité adulte qui, dès qu'elle essaye de créer un lien social, tu l'empêches, est-ce que ça peut être finalement, même si ça part d'une bonne intention de concentre-toi sur ta course, mais une diminution à l'adhésion sportive? Alors oui, en fait, il y a une vieille tradition dans l'activité physique, dans le sport, dans l'entraînement, le sport c'est difficile, c'est dur, ça doit faire mal et il faut de la rigueur, donc il faut se concentrer sur la tâche, il faut éviter les moments de plaisir, etc. Et alors c'est un peu en train de changer quand tu regardes les nouvelles personnes, les nouveaux entraîneurs, les nouveaux professeurs d'EPS, d'éducation physique et sportive, on voit quand même une tendance au changement. On voit qu'on s'intéresse de plus en plus à quel point l'expérience à travers l'activité physique va être plaisante et un peu moins à quel point le cadre va être rigoureux. Mais typiquement, ce que tu as mentionné, c'est un exemple qui va faire que les enfants vont peut-être prendre moins de plaisir. Ce qui commence à ressortir dans la littérature, c'est que, en tout cas, c'est au moins des hypothèses de certains cadres théoriques, c'est que ce qu'on vit en tant qu'enfant dans l'activité physique, quand on est gamin, ça s'encode dans le cerveau, ça crée des associations entre, par exemple, sport déplaisant, sport punition, sport douloureux. Et plus tard, ça pourrait expliquer un manque d'adhésion à l'activité physique plus tard. C'est-à-dire que si on prend une population de sportifs aujourd'hui et qu'on regarde un peu leur parcours de vie, globalement, ils auront plutôt tendance à associer dans leur histoire du plaisir, de la récompense et des bons moments. Et à l'inverse, chez les gens qui sont plutôt sédentaires, des traumatismes, des humiliations. Parce que si on doit mettre les deux pieds dans le plat, certains ont été pointés du doigt parce qu'ils n'avaient pas des bonnes performances sportives. Certains n'avaient pas la bonne tenue. Certains n'étaient pas bons en sport et étaient toujours choisis en dernier. Ouais. J'ai un très bon pote qui m'a dit « J'étais incapable de me mettre au sport parce que pendant tout mon collège, pendant toute ma scolarité, j'étais choisi en dernier. » Alors c'est exactement les hypothèses de certains travaux qui disent que ces travaux-là que j'ai en tête s'intéressent surtout à pourquoi les gens ne font pas d'activité physique, pourquoi certaines personnes sont sédentaires, plus sédentaires qu'elles devraient l'être. Et c'est exactement leur hypothèse. Leur idée, c'est les expériences, on remarque chez ces personnes-là apparemment qu'il y aurait un espèce d'encodage, d'association entre activité physique non plaisant. Et donc plus tard, ce serait la raison pour laquelle ils ont plus de difficultés à s'y mettre que d'autres personnes qui n'auraient pas vécu ça. Chez les sportifs, c'est encore un peu différent. J'ai tendance à séparer dans ce que j'explique la population de sportifs et la population activité physique. Oui. Puisque chez les sportifs, on retrouve certaines choses qui sont caractéristiques du sportif de performance. On retrouve par exemple des résistances à la douleur, des résistances même des fois de la recherche de l'activité physique qui va faire mal. Parce qu'il y a ce côté j'aime quand c'est douloureux, j'aime dépasser ce moment douloureux, j'aime me donner à fond, qui est quand même caractéristique des sportifs, mais la plupart des personnes, en tout cas moi ce qui m'intéressait dans mes travaux, c'était les personnes qui sont juste des personnes lambda, entre guillemets, comme toi et moi, qui vont essayer de faire de l'activité physique demain sans forcément viser les JO. Alors, ça c'est intéressant, parce que pour moi on est dans un flou artistique. Quand tu dis des personnes comme toi et moi, la réalité, tu viens de courir les Templiers hier. Ouais. Ça fait 70 bornes. Ouais. T'en as chié. Un petit peu. Ok, donc il y a cette forme de recherche, de souffrance, de difficulté. Moi, dans mon parcours sportif, si tu me mets dans un sport dans lequel j'en chie pas, je ne prends pas de plaisir. J'ai fait toujours du rugby, j'aime la confrontation directe. Je fais du jiu-jitsu brésilien parce que j'aime la confrontation directe. Et ce que je cherche quand je fais du trail, je m'emmerde quand je cours 30 minutes. Ce que je cherche, c'est, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps au bout de 5 heures de course? Donc, tu vois, quand tu différencies sportif, personne lambda, j'ai l'impression que c'est plus une discontinuité. On va mettre les sportifs de très haut niveau et sportifs professionnels à part. Là, il y a encore autre chose et ça représente 0,02% de la population. Ouais. Peut-être les sportifs comme toi et moi qui aimons le dépassement de soi et globalement l'immense majeure partie des gens qui sont soit sédentaires, trop sédentaires, ou sportifs du dimanche. C'est vrai ou c'est faux ce que j'explique? Là de suite, j'ai pas de référence en tête qui va soutenir mes propos, mais moi j'ai le sentiment que c'est un continuum vers ce que tu viens de mentionner, toi et moi, par exemple, qui aimons la confrontation, qui aimons les moments difficiles, ça va être un continuum et c'est pas par ça qu'on a commencé. On a commencé par quelque chose de plaisant, par d'activité physique plaisir. En tout cas, si je prends mon exemple, j'ai commencé par faire du trail parce que j'aimais courir et je faisais 5, 8, 10 km par plaisir sans regarder ma montre juste parce que j'aimais courir. Et petit à petit, je suis arrivé vers des séances plus difficiles et des compétitions difficiles. Mais j'ai pas commencé par ça. Ce qui veut dire qu'en fait, on a commencé par le plaisir. On a appris le plaisir, ce qui a augmenté notre niveau d'adhésion au sport, et seulement après, c'est ça. On a appris les difficultés. Alors, ce serait la première idée. La première idée que je pourrais défendre, c'est celle-là. C'est qu'après, on va dans la difficulté quand on se fixe des objectifs et que la difficulté devient, entre guillemets, pour le sport de compétition, inévitable.
La deuxième idée, c'est que toi et moi, on va être des personnes différentes, des personnalités différentes, qu'on a cette caractéristique de base et qu'on va la catalyser à travers le sport. J'ai une idée forte là, et j'ai une pensée forte pour... J'espère que vous êtes en train de regarder cette vidéo, et dites-le nous si c'est votre cas de votre parcours sportif, chez les gens qui n'ont pas engrammé ce plaisir, qui n'ont pas encodé ce plaisir, et pour qui le sport est sans cesse un traumatisme. J'aime bien cette idée, tu parles d'encodage. Encodage, c'est vraiment en fait quand ton cerveau fonctionne par association d'idées. Imaginons un cas de quelqu'un qui aurait été stigmatisé parce qu'il n'a pas un physique de sportif, parce qu'il n'a pas la bonne tenue, parce qu'il n'est pas à l'aise un ballon dans les mains, dans les pieds, parce qu'on l'a foutu à poil devant le regard des autres dans les vestiaires et qu'il a subi des moqueries. Okay, vous l'avez ces traumatismes à l'école, et je sais que certains d'entre nous en ont. Ou alors on rentre à la maison et on a un père, une mère qui nous pousse vers un sport qu'il n'aime pas. Ok, votre cerveau a encodé de manière traumatisante et associé le sport à ça. J'aime l'image du tsunami. Si un jour tu as pris un tsunami, demain tu ne regarderas plus une seule vaguelette de la même manière. C'est ça un encodage. C'est que ces gens-là ont appris que finalement le sport va être source de souffrance, de moquerie et ainsi de suite, et ça leur met des barrières et ça leur met des freins. On reviendra plus tard sur les freins. Mais j'ai forcément une pensée sur ces gens-là. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on voit le sport, on ne voit le sport qu'au travers du biais du survivant. Tu connais la version un peu, l'histoire de ce biais du survivant ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les avions anglais allaient au-dessus du territoire allemand, et seulement 10 à 20% d'entre eux revenaient. Et ceux qui revenaient étaient criblés de balles. Et l'armée dit, ok, on va réparer tous les impacts de balles pour les renvoyer. Et il y a un ingénieur anglais qui a dit, ah non les gars, au contraire, il faut laisser les trous de balles à ce niveau-là et renforcer tout le reste. Il est passé pour un fou. Parce qu'en fait, intuitivement, tu vas réparer les impacts, tu ne vas pas réparer ailleurs. Il a dit, mais regardez, en fait, s'ils sont partis et qu'ils sont revenus, ça veut dire que l'intégralité des impacts ont été faits à des endroits qui ne sont pas essentiels. Il faut au contraire renforcer partout où il y a aussi eu des impacts de balles, mais qui étaient essentiels et qui ont fait plonger les avions. Okay. Et donc en fait, le biais du survivant, c'est ça, c'est de regarder toute une population uniquement au travers du prisme de ceux qui ont réussi. Et donc tu l'évoquais, peut-être que toi et moi, on a dans notre construction de personnalité ce côté un peu no pain, no gain, où on accepte de passer par une forme de souffrance, mais de dire à tous les gens, tu dois en chier, tu dois en baver, ça marche pas pour tout le monde. Et le paradoxe de ça, et c'est ce pourquoi je me combats, c'est que globalement, j'oscille entre deux niveaux, moi. Le kiné, qui se bat contre la sédentarité, qui parle à des gens qui ont beaucoup plus de freins, mais sur les réseaux sociaux, avec des préparateurs physiques, des coachs, ou même parfois des athlètes, qui sont tout le temps dans le no pain, no gain, et qui, eux, ont engrammé ça, et qui n'ont que des gens comme ça, mais ne voient pas tous ceux qui sont sur le carreau. L'immense majeure partie des gens. Et moi, je m'intéresse beaucoup plus, non pas à celui qui est capable de courir les Templiers en X temps, mais à celui qui n'est même pas capable de faire 3 km. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête de celui qui n'est pas capable de faire 3 km ? Alors, dans la vie de tous les jours, en tout cas, là, on revient un peu plus à ce qui m'intéressait moi dans mes travaux de recherche. Ce qui se passe dans la tête de cette personne-là, c'est que pour moi, elle est en permanence confrontée, et je vais rebondir sur la métaphore que tu as utilisée, celle de l'eau et du tsunami. La personne, elle est en permanence en train de jongler entre des choses qui la poussent, des construits psychologiques qui la poussent dans une direction et des construits psychologiques qui la poussent dans une autre direction. Je te disais que je revenais sur ta métaphore, celle que j'ai utilisée dans le dernier papier qu'on a rédigé et qui est actuellement en révision dans un journal scientifique. Tu peux le nommer, ce journal ? Ouais, c'est British Journal of Health Psychology. Donc c'est un bon journal de psycho de la santé. Donc je suis assez fier d'être en révision là-dedans. Félicitations. Avec des retours qui étaient très positifs. La métaphore qu'on a utilisée dès le début du papier, c'est qu'il y a une espèce de tradition dans l'activité physique de considérer que les gens vont faire de l'activité physique si on les pousse vers l'activité physique. Ce serait exactement comme considérer qu'un bateau va avancer sur l'eau uniquement parce que le vent pousse la voile, et en ignorant complètement qu'il y a des courants, par exemple, qui vont le pousser dans une direction ou dans une autre direction. Donc soit les courants vont faciliter, donc vont aider le bateau à avancer dans le bon sens, soit au contraire, ils vont aller dans un autre sens, et la voile, ce qui pousse la voile va être moins efficace. Ça, c'est la métaphore qu'on a utilisée à la base de ce papier, et pour moi, ce qui amène un individu à faire de l'activité physique ou pas aujourd'hui, ça va être cette balance, c'est comment est-ce que l'individu va gérer cette espèce de balance dans sa cognition, dans son cerveau, dans les différents construits qu'il va vivre tous les jours. Entre eux, il y a des choses qui me poussent vers l'activité physique et il y a des choses qui me poussent à l'encontre de l'activité physique. En tout cas, c'est ce qu'on défendait dans le papier, c'est le plus gros oubli de toutes les théories de changement de comportement en psychologie, de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui en termes de changement de comportement.
On s'est toujours intéressé à différents construits qu'on a mentionnés depuis le début de l'épisode. Tu as parlé de motivation au tout début. Ensuite, on a parlé d'encodage. Ça renvoie à des cadres théoriques différents, mais on s'en moque. Ils sont tous intéressants. Ils s'intéressent tous à des choses qui font que l'individu va vers l'activité physique. Il y en a encore un autre qui s'intéresse à tout ce qui est l'intention, la confiance en soi, etc., qui est encore une grande approche. Il y a eu une grande tradition de bataille entre ces approches. Et l'approche que je développais avec mes collègues, c'était de dire ça sert à rien de se battre. C'est juste qu'en fait, ces approches, elles s'intéressent toutes à la même chose. Qu'est-ce qui pousse l'individu vers l'activité physique? Et pas qu'est-ce qui l'empêche de faire de l'activité physique, pas qu'est-ce qui le pousse vers la sédentarité, et pas qu'est-ce qui l'empêche d'être sédentaire. Et en fait, pour moi, le comportement d'un individu, par exemple, une personne qui fait de l'activité physique ou pas, ce soir, ça va être en fait le croisement à un moment donné de ces quatre forces-là, et la balance va pencher dans une direction ou l'autre. Pour faire simple, c'est comme si tu me disais toute la littérature se penchait sur le vent dans les voiles du bateau, mais qu'aucune se disait, tiens, en fait, il y a encore l'ancre qui est attachée depuis le départ. C'est exactement ça. C'est exactement la métaphore qu'on a utilisée. Tout le monde s'intéressait à qu'est-ce qui pousse la voile sans s'intéresser à vers où le courant va. Et que le courant, il va pas forcément dans la bonne direction. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup de chance. Ils ont eu des expériences en activité physique géniales quand ils sont petits. La famille les pousse à l'activité physique. Ils sont super motivés. Ils ont l'intention d'en faire. Tout va dans le bon sens. Le courant, le vent, tout pousse le bateau dans la même direction. C'est super. Prenons un exemple concret. Ma grand-mère faisait du sport. Mhm. Ma mère faisait du sport. J'ai fait du sport avec ma mère. C'était une activité qu'on faisait régulièrement. Et on y prenait du plaisir. Ok. En faisant ça, ma grand-mère et ma mère m'ont donné un bonus de courant. Ouais, exactement. En tout cas, moi, c'est ce qu'on défend dans le papier, dans la perspective. Alors, je suis pas tout seul, il n'y a pas que moi sur ce papier, et j'ai quand même l'avantage de citer d'autres papiers, donc je suis pas le seul à penser ça. Quand je disais que c'était mon idée, en fait, il y a quand même d'autres articles qui vont dans le même sens. Ils sont juste minoritaires par rapport aux approches dominantes. Mais bon, c'est souvent ça en science, hein, puisque ça marche par paradigme, et là, ce qu'on mettait en avant, c'est que le paradigme, il s'est peut-être un peu trompé de cible en s'intéressant à ça. Prenons un exemple concret, je pense à une infirmière qui travaille 35, 40, 50 heures par semaine, qui a un rythme de vie compliqué, qui a envie de se remettre au sport, mais elle rentre chez elle, elle a 1 ou 2 enfants. En fait, littéralement, la fatigue est trop importante. Je prends l'exemple de l'infirmière, mais vous l'avez compris, je peux l'extrapoler à tout un tas d'autres métiers, bien sûr, mais j'ai une pensée forte pour ces infirmières, parce que c'est celles que je côtoie au quotidien. En fait, j'ai jusqu'à pas la force. Ouais. C'est quoi? C'est que le courant est trop fort, et même si le vent souffle fort dans ses voiles, le courant pousse trop fort en arrière. Alors, du coup, pour vulgariser ce qu'on défendait comme position, tu as 2 aspects qui sont vraiment cruciaux. D'une part, à quel point le vent et le courant vous pousser dans le même sens. Ça va être la première chose qui vont faire que, par exemple, toi, tu as de la chance, et moi, probablement dans la même situation, j'ai de la chance. On a eu les courants et le vent qui vont dans le même sens. Et il faut s'intéresser du coup à pourquoi est-ce que certaines personnes ont le courant et le vent qui vont pas dans le même sens. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'ils aillent ensemble dans le même sens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une fois qu'ils ne vont pas dans le même sens, comment est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour, par exemple, avoir assez de force pour tirer la voile dans une direction. Et donc ça, pour moi, c'était les 2 points qui étaient vraiment importants. D'une part, s'intéresser à faire en sorte que les courants aillent le plus possible dans la même direction. Parfaitement dans la même direction, c'est impossible, mais au moins le plus possible. Et après, même s'ils vont pas dans la même direction, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils aillent dans la bonne direction? Je profite de cette petite pause pour vous dire, évidemment, ce podcast vidéo a besoin de votre soutien. Si vous trouvez que l'intervention de Cyril est intéressante, mettez-moi un commentaire. Merci Cyril. Mettez-moi un like et surtout, abonnez-vous. Si jamais vous voulez avoir plus d'invités de qualité, on a besoin à fond de votre soutien. On reprend la suite. Merci à tous. Pour reprendre ton exemple, et je vais aussi en donner des exemples de personnes que j'ai côtoyées dans mon doctorat, puisque j'ai fait ma thèse avec des personnes qui avaient fait un infarctus typiquement, et qui devaient changer de comportement. Et en fait, la base de ma réflexion, ça a été, toutes ces personnes me disent la même chose, exactement comme dans ton exemple d'infirmière. Ils me disent tous, j'aimerais beaucoup faire de l'activité physique, mais je suis fatigué. Et là, j'avais 2 choix. Soit je considère que non, ils veulent pas faire de l'activité physique, et c'est pas vrai, ils me mentent. Soit je considère qu'en fait, ils sont réellement fatigués. Et il y a vraiment un problème là-dedans. Du coup, si je reprends mes 2 métaphores, faire en sorte que les courants aillent dans le même sens, le courant et le vent aillent dans le même sens, et avoir assez de force pour pousser le bateau dans le bon sens, même si ça va pas dans le bon sens. Dans le premier cas, ça va être essayer de construire des stratégies qui aident le courant et le vent à aller dans le même sens. Donc par exemple, comme je disais au tout début de l'épisode, rendre l'activité physique plaisante. Essayez d'oublier un petit peu que l'activité physique, ça doit être fait pour la santé, qu'il y a, par exemple, 30 minutes d'activité physique ou 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, des chiffres quantifiés qu'on essaye d'atteindre. Mais déjà, juste se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire comme activité physique qui me plaît.
par exemple. Ça, c'est un levier. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma famille ou que mon temps m'aide à aller vers l'activité physique? Par exemple, je rentre, l'infirmière est rincée, et je rentre le soir, je cuisine, ou je dois m'occuper de certaines tâches administratives. Comment je peux faire pour en avoir un peu moins, et donc dégager du temps pour qu'au final, du coup, ces forces aillent dans le même sens. Alors, on pourrait évidemment aller plus loin avec des constructs cognitifs, reconstruire des associations, etc. Mais déjà, des leviers simples, là, comme on vient de dire, pour essayer de faire en sorte que les choses tendent dans la même direction, qu'il y ait une espèce de cohérence motivationnelle. C'est le terme qui a été utilisé dans certaines études. Je crois que c'est Conner qui utilise ce terme-là, de motivational cohérence. Faire en sorte qu'il y ait une cohérence motivationnelle plus forte. Parce que ce qu'il a montré dans ses travaux, c'est qu'au plus la cohérence motivationnelle est forte, au plus les personnes atteignent leurs objectifs, par exemple en termes d'activité physique, et à l'inverse, au moins il y a de cohérence motivationnelle, au moins ils l'atteignent. Typiquement, ce à quoi il s'était intéressé, lui, c'est je me sens capable de faire de l'activité physique, mais j'ai pas de soutien dans ma famille qui me pousse vers l'activité physique. Donc deux construits, le premier il pousse vers l'activité physique, le deuxième il pousse à l'encontre de l'activité physique, et donc il avait identifié deux profils, les personnes qui sont dans ce cas-là. J'ai l'intention d'en faire, mais ma famille m'aide pas. Ou alors, j'ai l'intention d'en faire et ma famille m'aide. Okay. Cohérence motivationnelle dans le deuxième cas, incohérence motivationnelle dans le premier. Et il montrait que les personnes du deuxième cas arrivaient beaucoup plus à atteindre leur objectif d'activité physique que les premiers. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait proposer au premier? Exemple concret de, j'ai envie de faire du sport, mais j'ai des enfants en bas âge qui me freinent et qui ont besoin de mon attention. Ouais. Par exemple, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est prendre son enfant s'il a moins de 2 ans et le mettre dans une poussette et aller marcher. Ça marche. Ouais, c'est typiquement. Typiquement, le problème c'est il faut que je m'occupe de mon enfant et que j'ai une activité avec lui à ce moment-là. Et dans ce cas-là, comment est-ce que je peux faire pour que l'activité soit tournée avec? Ou alors, j'ai mon enfant de 2 ans, il faut qu'il fasse d'activité physique parce que par exemple, je veux qu'il fasse de la baby gym, qu'il apprenne de la coordination motrice ou peu importe. Et est-ce que je peux le mettre à un endroit où moi je peux en même temps pratiquer et retrouver après? Donc, par exemple, essayer d'organiser ça. Ouais, il y a 2 astuces que je vais vous donner là-dessus. Moi aujourd'hui, donc mes enfants, ils ont au moment où on tourne 8 et 4,5 et je vais courir avec eux et eux font du vélo. Et en fait, pourquoi je les mets sur du vélo? Parce que le vélo c'est cool et que moi on a à peu près la même allure et on passe un bon moment dehors et on passe des super bons moments et on se marre. Et en fait, avant ça, notamment pendant la période du confinement où je m'entraînais à la maison, à chaque fois que je m'entraîne à la maison, j'ai un élastique pour eux, j'ai un petit poids pour eux. Et ils font les séances avec moi. Alors attention, quand ils font les séances avec moi, ils ne font pas mes séances. Ils font leurs séances. C'est-à-dire que si moi je m'entraîne pendant 30 minutes, probablement les séances qu'ils vont faire avec moi, ça va durer 2 ou 3 minutes. Ils vont faire 10 reps, 10 ceci, 10 cela. Et ce que je fais à chaque fois, c'est que je les encourage. C'est-à-dire que quand mon fils il fait des pompes à genoux, quand il fait un schéma moteur qui n'est pas bon, je le félicite, je l'encourage là-dessus. Parce que ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'il se sente bien et valorisé dans sa pratique sportive et pas d'avoir, mon père, à chaque fois qu'on faisait du sport avec lui, il nous engueulait, il nous pourrissait, il nous disait que c'était pas bien ce qu'on faisait. Au contraire, je le valorise, quoi qu'il fasse. C'est toujours aussi une porte ouverte. Vous venez ou vous venez pas et tout est OK. En fait, globalement, je lead un peu par l'exemple. C'est-à-dire que papa le fait régulièrement, vous venez avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous voulez pas le faire, c'est tout à fait OK, vous viendrez une autre fois. Une autre chose que je fais, et ça c'est hyper important, c'est que je sais qu'aujourd'hui quand je m'entraîne à la maison, mon objectif est double. Entraînement pour moi, mais il est aussi pour eux, de voir leur père s'entraîner. Et je sais que la contrepartie de ça, c'est qu'il est possible qu'ils me freinent dans ma séance. Peut-être qu'à cause d'eux, je ne ferai peut-être que 10% de ce que j'avais prévu. Et c'est OK. Et en gros, je préfère largement avoir une séance en me disant, si je fais juste 10% de ce que j'avais prévu, c'est déjà bien, mais j'aurais planté des graines pour eux plus tard. Et en fait, tu sais, déjà dans ma pratique sportive en tant que père, j'intègre le fait qu'elle n'inclut pas que ma pratique. C'est du coup une pratique qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus englobante. Et globalement, où même moi je passe un bon moment parce que je ne l'aborde plus dans l'attente de j'espère qu'ils vont pas me déranger. Je suis l'inverse, ils vont me déranger. Et ça va être un moment convivial en fait. Et je trouve que d'avoir cet état d'esprit fait qu'en fait j'ai jamais ressenti de frustration d'avoir mes enfants qui faisaient ou pas du sport à côté de moi. Jamais senti de frustration d'avoir des enfants qui me parlaient quand je faisais du sport. Et qu'aujourd'hui quand je vois comment ils pratiquent le sport, on est en fait c'est naturel à la maison. J'ai un exemple en tête d'un ancien collègue qui faisait du home trainer pendant la séance de devoirs. Le home trainer, maintenant, ça se trouve assez facilement à home trainer, et à côté, il y a les enfants à table qui font les devoirs, et lui, il est sur home trainer, et il est disponible, parce que quand on fait du home trainer, on peut assez facilement prendre un cahier ou regarder quelque chose, et c'est un autre exemple qui va dans le même sens que ce que tu viens de dire. Je combine les deux activités pour essayer de faire en sorte que... Et même un truc qui est tout bête, et
presque honte de le dire hors contexte, mais on peut le dire là, dans le contexte. Aujourd'hui, j'ai des périodes où pendant 3 semaines, je peux pas aller à un entraînement de jiu-jitsu, je peux pas courir. Je suis en déplacement partout, ok. Ça m'arrive parfois de faire des séances de merde. C'est-à-dire que si un préparateur physique me regardait, un coach ou un kiné regardait ça, il me dit mais il n'a rien fait quoi. Je vais te dire littéralement, je vais faire cuire les pattes, je fais 20 squats. Je mets les pattes dans les trucs, je regarde que mes enfants ils sont suffisamment grands maintenant, ils peuvent prendre le bain dans leur côté. Je vais être à côté d'eux, je vais les faire 4 séries de 20 pompes quand je suis à côté d'eux et les pattes. En gros, j'ai fait un quart d'heure, 20 minutes, globalement de rien. Mais je les ai faites en fait. Et parfois, je pense que il vaut mieux accepter qu'il vaut mieux une chose faite, imparfaite, qu'une chose parfaite, pas faite. Ouais. Et puis, en dehors de ça, il y a un énorme débat dans la littérature, et l'OMS était revenu sur ses positions il y a quelques années, où il mettait en avant un minimum à faire par séance, et en fait maintenant, les nouveaux messages par exemple de l'OMS, c'est chaque pas compte. Donc chaque demi-squat comptera, et si vous en faites 10, c'est mieux que 0. Ouais. Donc moi aussi je préfère cette option-là, et si c'est une séance qui n'est pas optimale, c'est pas grave, il y a quand même eu quelque chose de fait, même si ça rassure tout le monde, même au plus haut niveau. Aujourd'hui, maintenant, moi je suis entraîneur, donc j'accompagne des gens dans la performance sportive et je prépare des gens à des compétitions qui ont des niveaux plus ou moins élevés. Même à haut niveau, ils font des séances des fois nulles, pourries, parce qu'ils sont pas en forme, parce que c'est pas le bon jour, parce qu'ils ont été dérangés, parce qu'il pleut et que tu peux pas courir sur piste parce qu'il pleut trop. Ça arrive à tout le monde, donc exactement pareil dans l'activité physique, votre 10 squats c'est mieux que rien. Exactement. Et même les sportifs professionnels, mais cela dit, nous ne sommes pas sportifs professionnels, on doit composer avec la vie, avec d'autres priorités. Oui. Et je pense que d'enlever ces barrières mentales de, en fait, vous avez plus 14 ans, il n'y a pas un coach qui va vous dire c'est bien ou c'est pas bien, en fait. Ouais. Et quelque part, il y a une grande marque à virgule qui avait raison depuis le départ. Just do it, juste fais-le, quoi. Et ça marche assez bien. Ouais. J'ai une pensée pour les kinés qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux, qui parfois ont des douleurs articulaires, ostéo-articulaires, et qui n'osent pas faire des exercices en même temps que leurs patients. Faites-le. Mais juste faites-le, en fait. Vous avez une douleur d'épaule, vous avez identifié un de vos patients qui a les mêmes douleurs d'épaule, faites-le en même temps que lui. Vous n'arrivez pas à bouger, faites des séances de groupe d'école du dos et faites-le en même temps que vos patients. On a la chance d'avoir un métier qui fait que c'est plus facile pour un kiné de faire les mêmes exos que ses patients qu'un chirurgien, plus complexe. On a pris l'exemple des enfants. Forcément, j'ai des enfants en bas âge. Mais prenons un autre exemple peut-être un peu plus toxique, un peu plus insidieux, de quelqu'un qui voudrait se mettre au sport. Et là, le frein, c'est pas les enfants, mais c'est l'image que les autres nous renvoient. Un conjointe qui nous dirait « mais pourquoi tu fais du sport, t'as pas de résultat ?» Un père ou une mère qui va systématiquement juger nos résultats par rapport à notre apparence physique. Tu fais trop de sport, tu prends trop de muscles. Tu fais trop de sport, tu es en train de trop maigrir. Nos parents sont issus de cette culture-là, où vraiment, il y a une espèce de paradoxe incroyable chez eux. Alors, ce n'est pas le cas de ma mère, mais je dis ça si elle tombe sur la vidéo, mais je sais que c'est le cas de certains de mes amis. Si tu prends trop de muscles, ils vont te dire c'est pas beau, tu fais trop de sport. À l'inverse, si jamais tu assèches un peu, ils vont te dire ah, t'es beau comme ça. Ou alors, si jamais tu prends un peu plus de poids parce que cette période est plus complexe pour toi, ils vont te dire ça va pas trop en ce moment. Tu vois, il y a toujours un rapport au corps qui est souvent mêlé. Je prends l'exemple des parents, mais ça peut être l'exemple de conjoint-conjointe, des frères, des sœurs, des amis ou des réseaux sociaux. Ça constitue aussi un frein. Et je rajoute juste un exemple que tu as dit, mais qui existe également. Le idéal n'existe pas. C'est-à-dire que tu prends trop de muscles, c'est un peu trop, tu as pris de la masse, tu es un peu trop massif. Et au contraire, par contre, si tu en perds et que tu passes sur un sport de fond, tu es trop mince. Et en fait, ça donne à certaines personnes l'impression qu'il n'y a pas d'équilibre. Ouais. Ils n'arrivent pas avec l'activité physique. Dans un cas, ils sont trop minces. Dans l'autre, ils ont pris trop de masse. Enfin, c'est très difficile. Et je fais une parenthèse dans ta parenthèse. Pour les femmes, en fonction de leur cycle. Ouais. Ça, c'est un gros game changer. Vraiment, pour avoir beaucoup de patientes et beaucoup d'amis qui sont dans cette situation-là, qui de manière mensuelle voient leur corps changer énormément, de voir le ventre plus gonflé et ainsi de suite, ton corps n'est pas le corps que tu as 4 jours par mois. Il est probablement la moyenne de chaque jour du mois. Donc, ne te juge pas uniquement à ton meilleur physique, mais probablement plutôt sur la moyenne, et que tout ça peut changer avec le temps, dans un sens comme dans l'autre. Alors du coup, je trouve extrêmement intéressant la question que tu me poses, et je souriais parce que c'est exactement la thématique que tu soulèves, par exemple du corps et en gros du stigmate et du stéréotype qui va t'empêcher de faire de l'activité physique. En fait, là, on est en train de s'intéresser à un des éléments qui pourrait être dans le courant, pour reprendre la métaphore du bateau, un des courants qui pourrait pousser à l'encontre de l'activité physique. Et je souriais parce que ma compagne est en train de terminer son doctorat exactement sur cette thématique. Est-ce que la stigmatisation liée au poids, par exemple, quelqu'un qui est sédentaire, qui est en léger surpoids, qui n'a pas le corps
qu'il veut. Et j'insiste là-dessus parce qu'elle ne travaille pas sur à quel point la personne est réellement en surpoids, elle travaille sur à quel point la personne se perçoit en surpoids. Et dans son étude, on est surpris des fois parce que je l'ai aidé dans ses études. Les dîners à la maison chez vous, ça doit être marrant. On essaye d'éviter au dîner, mais des fois ça dérive en stat psycho. En fait, dans l'échantillon, il y a des personnes où toi et moi, on dirait mais t'es pas du tout en surpoids. Et en fait, eux, ils se perçoivent en surpoît et ils vont être mal à l'aise de se mettre par exemple torse nu, parce qu'ils ont réellement alors on peut pas dire dysmorphophobie parce que c'est pas pathologique, mais il y a quand même une image corporelle qui est biaisée. Dysmorphophobie, c'est quand tu te vois différent de ce que tu es réellement. C'est ça. Et en fait, c'est une patho mentale qui est dans le DSM 4, 5, qui est diagnostiquée. DSM DSM, c'est Diagnostic Statistical Manual, c'est le manuel un peu de référence, il y en existe 2-3 qui référencient les troubles mentaux et psychopathologie. Okay. Donc en fait, par exemple, quand on parle de dysmorphophobie, c'est une pathologie diagnostiquée. Donc on peut pas dire que quelqu'un qui se trouve trop gros est dysmorphophobique parce que il est pas diagnostiqué par un praticien. Comme quelqu'un qui est anxieux, il a pas des troubles anxieux, il a de l'anxiété. Donc bref, du coup, c'est juste un manuel qui répertorie tout ça. Exactement, et qui dit là t'es psychopatho, là tu l'es pas. Donc bref. Tu tues des gens, mais t'es de bonne humeur, c'est pas psychopathe. Exactement. Tu tues des gens et t'es pas bien dans ta peau, c'est problématique. Exactement. C'est presque ça pour la parenthèse qu'on a, parce que c'est un espèce de continuum fonctionnel, et à un moment t'es considéré comme moins fonctionnel entre guillemets que ce qu'il faudrait, et ça va. Donc t'as tué des gens, mais t'es fonctionnel, donc ça va. Bref. Les travaux de ma compagne sont exactement là-dessus actuellement. C'est à quel point est-ce que l'exposition à des stéréotypes liés au poids, dans ses travaux, elle a exposé de manière très douce. C'est pas en plus de ça, en France, on a la chance d'avoir des comités éthiques qui sont beaucoup plus stricts que dans d'autres pays. Et aussi avec l'époque, parce que quand tu regardes des travaux qui ont été faits sur le sujet dans les années, il y a 10 ans, ils sont beaucoup plus durs dans l'exposition aux stéréotypes. Bref, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a exposé des personnes à des messages stéréotypants. Par exemple, les personnes qui font de l'activité physique sont généralement plutôt minces, donc voilà un type d'exemple. Ou alors les Inuits mangent du poisson. Et donc ça, c'était les deux conditions. Donc une qui n'a rien à voir avec l'individu et une qui peut stigmatiser l'individu. Et elle regardait si après ça, les personnes avaient plus ou moins l'intention de faire de l'activité physique. Et pour l'instant, c'est préliminaire, on n'a pas terminé les études. Elle n'a pas terminé les études, je dis mais c'est son travail. Elle n'a pas terminé les travaux, et donc il faudra voir ce que ça donne, mais c'est typiquement son hypothèse que la stigmatisation qui peut venir de la famille, qui peut venir des proches, peut être un nouveau frein à l'activité physique. Et là, je pense qu'il y a vraiment une éducation à faire sur l'environnement social. Par exemple, si jamais tu te retrouves avec un enfant qui change pas mal à l'adolescence, soit qui va prendre un peu plus de poids, et on va lui dire de toute façon ça sert à rien que tu fasses du sport, c'est dans ta génétique d'être potelé. Ouais, par exemple, ou alors tu vas pas faire ce type de séance là parce que tu vas être mal à l'aise avec ton poids, c'est un peu trop dur, on va te proposer cette séance-ci. Ou ce type de sport là est pas trop pour toi, tu devrais essayer plutôt celui-là. Alors que par exemple l'individu veut faire de la gym, on va dire non, t'es peut-être un peu trop lourd pour faire de la gym, va plutôt voir du rugby, alors que l'individu a envie de faire de la gym. Ça m'évoque deux choses. La première, évidemment, toutes les personnes qui sont en surpoids, à qui on a dit ne courez pas, c'est mauvais pour les articulations. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose que j'ai débunké un nombre de fois incalculable dans les protocoles de perte de poids pour les gens qui aiment ça, y compris ceux qui sont en surpoids et voire même en obésité. On peut proposer de la course à pied. On a aussi des systèmes, je pense notamment à l'haltère-G qui permet de soulager les articulations, mais c'est vraiment pour le coup, et je vous invite, si jamais vous êtes bloqué, d'aller dans des protocoles de maisons de santé pluridisciplinaires. On peut vous accompagner sur cette perte de poids. Il y a je le cite, il y a un livre que je trouve super qui sort très bientôt par un photographe que j'admire beaucoup dans le monde de l'outdoor qui s'appelle Alexis Berg, et son livre s'appelle Trop gros pour courir. Et il s'est spécifiquement intéressé à des personnes qui sont jugées, par exemple sur des trails, à cause de leur poids, ou sur des marathons à cause de leur poids, dans le monde de la course à pied. Et donc son livre, là, je crois qu'il est en précommande au moment où on enregistre. Okay. Et il sera peut-être sorti quand le podcast sortira, mais il s'intéresse exactement à ce sujet-là, Trop gros pour courir. Et du coup, la deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, mais on n'est que sur de l'hypothèse. De déterminisme de par notre physique vers les sports vers lesquels on va se diriger. On fait un petit pas de côté par rapport à mon champ d'expertise, donc je te mentionne juste ce que j'ai vaguement enseigné sans avoir une connaissance très pointue du sujet. Il y a plusieurs théories qui expliquent pourquoi un individu fait un sport ou un autre, ou pas de sport.
Et un d'entre eux, c'est ce qu'ils appellent le darwinisme sportif, c'est le terme qui a été mis là-dessus, c'est l'idée que les participants vont être naturellement éliminés du sport qui leur correspond pas. Donc par exemple, non pas parce qu'ils sont mauvais ou parce qu'ils contre-performent. Mais qui collent pas au stéréotype. Exactement. Alors ça peut être une raison. Tu performes pas naturellement. Par exemple, moi j'ai jamais performé en sprint, j'ai jamais été bon sur les sports explosifs, donc naturellement j'ai arrêté et je me suis dirigé vers des sports d'endurance parce que naturellement j'ai été à l'aise. Donc il y a peut-être un niveau performance. Mais il y a aussi dans cette idée-là une idée que le contexte social va te pousser plus ou moins vers le sport. L'exemple le plus souvent donné, qui est donné en L1 STAPS pour expliquer ça aux étudiants, c'est si tu as quelqu'un qui joue dans une équipe de foot ou de rugby, pour quel que soit le sport co, mais qui n'est pas du tout collectif, qui est très individualiste et qui n'aime pas le collectif, bah, naturellement l'équipe va le mettre à part parce qu'il ne collabore pas avec les collègues. Donc en fait c'est l'environnement social qui va exclure l'individu doucement et l'individu va peut-être se tourner alors vers un sport plus individuel qui correspond à sa personnalité. Donc tu as un peu ça qui peut exister et on peut imaginer que tu as exactement la même chose pour les corps plus ou moins faits pour le sport, qu'on imagine plus ou moins faits pour l'activité dans laquelle on est. Mais pour revenir concrètement, admettons que quelqu'un qui voudrait se mettre au sport a un corps ou un état d'esprit qui colle pas aux stéréotypes qu'il y en a et que, je dis n'importe quoi, moi par exemple, je suis petit et j'ai été en plus de ça avec un retard de croissance. Et ça m'énervait énormément qu'à chaque fois que je disais aux gens, je joue au rugby, les gens me disent « Ah mais tu cours, ah mais t'es le ballon ou tu passes entre les jambes des joueurs ». Et ça m'énervait, sauf que ça a créé chez moi un autre paradoxe qui était à l'inverse, j'étais extrêmement bien intégré dans l'équipe et c'était la première fois que j'étais très bien intégré dans une équipe parce que ma petite taille devenait un avantage. J'étais plus vif, en plus de ça les adversaires littéralement à cet âge-là ne se méfiaient pas de moi et du coup comme j'avais une belle réactivité, bah, j'étais capable de pas de me faufiler entre les jambes mais d'avoir des bons appuis. Et du coup j'aimais prouver aux gens qu'ils avaient tort. Bah, généralement, tu as deux types de réactions. C'est pour revenir sur les travaux de ma compagne, c'est exactement le commentaire qui lui revient le plus souvent. C'est l'exposition au poids peut amener loin de l'activité physique, c'est-à-dire à l'encontre de l'activité physique. Mais en fait, tu vas observer exactement le phénomène inverse chez certaines personnes. Tu as des répondeurs ou non. Tu as des personnes qui vont dire bah, on m'expose à ça, je vais vous montrer que je peux le faire. Comme dans ce qui est mis en avant dans le livre que je citais juste avant. Ou alors, tu as des personnes qui vont bien y répondre. Je suis exposé aux stéréotypes et du coup, je vais abandonner. Donc, tu as toujours les deux profils qui peuvent exister. C'est assez rigolo parce que chez moi, aujourd'hui, je sais que c'est un de mes moteurs principaux. Quelqu'un qui me dit ça, tu peux pas le faire. T'as envie de le faire. J'ai envie de le faire. Alors que quelqu'un qui va me dire, non mais ça, t'es tout à fait capable de le faire. Je dis, ouais, bah, je le sais, ça me challenge pas du tout. Donc je pense qu'il y a des biais pas des biais, mais des ancrages et des encodages de motivation. C'est super intéressant ce que tu dis parce que tu le retrouves ce profil-là chez des sportifs de très haut niveau également. Genre moi je m'intéresse particulièrement maintenant à ceux du monde du trail puisque c'est là où je travaille aujourd'hui. Mais tu retrouves exactement ce profil chez les trailers de haut niveau. Tu as ceux qui se disent, par exemple François Daen qui dit si je sais que je peux gagner ou que ça va être facile, la compétition m'intéresse pas, je veux quelque chose de challengeant. Et ceux qui veulent le plan parfaitement déroulé, j'ai des très grandes chances de gagner, alors je veux faire la course. Et je pense que ce profil-là, il existe chez le haut niveau, mais il existe également chez d'autres personnes. Il existe partout, en fait. C'est hyper intéressant. Je reviens du coup pour cette image, mais quelqu'un qui voudrait se mettre au sport, si jamais il y a des stéréotypes freinateurs, du coup, en l'occurrence, qui valideraient ce stéréotype dans lequel elle ne se retrouve pas, et si ça ne correspond pas à sa mentalité, bah, ça va être un courant fort qui va l'empêcher de travailler. Exactement. Tout à l'heure, tu évoquais deux courants. Enfin, deux niveaux. Si je rappeler le bien sûr. deuxième. Si je rappelle les deux niveaux d'intervention qu'on propose nous dans notre article pour aider les gens à faire de l'activité physique, le premier c'était faire en sorte que les courants aillent tous dans la même direction. Donc là, il y a plein d'interventions qui ont été menées dans la littérature. Et tout ce qu'on disait nous, c'est arrêter de donner le même menu à tout le monde. Essayer de trouver le menu qui correspond à chacun parce que une force, ça se trouve, par exemple, la motivation, elle est déjà bonne chez un individu. Bonne entre guillemets, il n'y a pas de bonne motivation, mais pour vulgariser, pour là de suite, on va dire ça. Arrêtez de donner le menu motivation à tout le monde alors que si ça se trouve cette personne-là c'est manque de temps le problème, donc il faut intervenir sur le bon courant en gros ou sur le bon vent. Et le deuxième niveau d'intervention qu'on propose c'est imaginons que les personnes ne peuvent pas, on n'arrive pas à changer leur motivation on est très mauvais à changer ses courants, on est très mauvais à changer le vent, on est très mauvais à changer le courant qui pousse la barque dans une direction. Comment est-ce qu'on fait ? Là, on arrive un petit peu plus sur mes travaux spécifiques à moi, puisque je m'intéressais exactement à ça. Moi, mon approche était de dire, en plus, alors, toutes ces forces et ces courants interagissent, très bien, il y en a tellement, et ils peuvent tellement pousser dans des directions différentes que moi, je veux dire que je m'en moque. Je n'ai pas envie de savoir dans quel sens ils poussent. Je vais mettre un moteur sur mon bateau et je vais régler le bordel. C'était un peu mon idée. Je vais dire que je m'en moque de où le vent et le courant poussent, parce qu'en plus, ça peut tellement changer d'un jour à l'autre qu'il y a des grandes tendances, mais ça peut être tellement changeant que moi, je veux que l'individu, il s'en sorte, quel que soit le courant et quel que soit le vent.
Si le vent est optimal ou si le vent est délétère, et ben, je veux qu'il puisse s'en sortir. Et donc, j'ai surtout travaillé sur ce qu'on appelle le contrôle de soi. Donc, faut pas le prendre dans le sens contrôle de soi, faut avoir de la rigueur, etc. C'est juste le nom du cadre théorique. Donc, je peux même utiliser le terme self-control que j'aime bien, qui a un peu moins ce côté rigueur, il faut être bon, mais bref, t'as compris l'idée. Ouais. Et en fait, le contrôle de soi, c'est une espèce de boîte à outils, faut voir ça comme un couteau suisse, que l'individu a dans sa poche. Toi et moi, on a un couteau suisse, par exemple, dans notre poche. On n'a pas le même, mais globalement, on peut retrouver des outils similaires. Et chez toi, par exemple, tu vas avoir un couteau suisse avec un couteau qui est super efficace, et moi, je vais avoir un couteau suisse avec un ciseau qui est super efficace. Et on peut arriver, toi et moi, au même moyen, au même but, je veux dire, avec pourtant un moyen différent. Toi, tu vas utiliser ton couteau pour résoudre le problème, moi, je vais utiliser le ciseau, et finalement, on va y arriver tous les deux. Donc moi, je travaillais vraiment sur le contrôle de soi et sur l'idée de me dire, quand l'individu va avoir ses oppositions de force, par exemple, je suis fatigué j'ai prévu de faire de l'activité physique, mais j'ai envie de rester dans mon canapé. C'était exactement ça mon cas théorique, moi, en partant du principe exactement l'opposition, j'ai envie de manger quelque chose, est-ce que je mange une pomme ou une barre chocolatée ? Pareil dans l'activité physique, je vais faire de l'activité physique, mais j'ai envie de rester dans mon canapé parce qu'il y a une série que j'ai envie de regarder et puis parce que c'est agréable. Et donc je me disais, comment est-ce que l'individu fait dans cette situation-là pour utiliser le bon outil de son couteau suisse, le bon outil psychologique, le bon outil cognitif pour résoudre ce conflit en faveur de l'activité physique et pas en faveur de la sédentarité. Parce que le plus facile, c'est de dire je vais pas courir, je reste dans le canapé. Ça, c'est facile. Le plus difficile, ça va dire non, je vais faire mon activité physique. Donc moi, je me suis intéressé à ça. D'une part, à tous ces outils que les individus peuvent avoir pour résoudre le moment où les forces vont pas dans le même sens. Et d'autre part, dans quel point ces outils sont pérennes dans le temps. À quel point est-ce que utiliser par exemple le couteau, toi Greg, tu vas utiliser ton couteau le matin, et à quel point est-ce que ton couteau il est toujours aussi affûté le soir, après une journée de travail ? À quel point est-ce que le couteau de l'infirmière que tu mentionnais tout à l'heure, qui a fait avant sa garde, il est toujours aussi affûté après sa garde ? Moi par exemple, je vais te donner un exemple concret, j'ai un couteau qui n'est pas du tout efficace et pourtant je m'évertue de le mettre, c'est me dire, ok, j'ai prévu aujourd'hui de m'entraîner à 16h, et à 16h je vais m'entraîner, et je mets mon horloge, et elle sonne à 16h, or, je suis déjà en train de faire autre chose, et je la repousse, et je la repousse, et je la repousse. Et typiquement, si tu vois que tu la repousses, et que ça arrive plusieurs fois, peut-être qu'il faut te dire, je vais pas, ça c'est le couteau, je change d'outil, et je vais plutôt utiliser le ciseau. C'est chaud, parce qu'en fait, au moment où on évoque ça, je te jure que je sais ce que c'est mon couteau le plus efficace, c'est de commencer à bouger. En fait, littéralement, c'est de faire 20 squats. Alors, en fait, tu as 50 façons de le faire. Et actuellement, on est dans un moment où la littérature s'intéresse exactement à ça. À faire, il y a des revues de littérature qui sont très récentes. Je pourrais les fournir également en description de l'épisode. Qui s'intéressent à dire, OK, il y a plein de travaux qui ont été faits de partout dans la littérature. Maintenant, on va essayer de les rassembler et voir qu'est-ce qui semble marcher, qu'est-ce qui semble pas marcher. Et ce qu'on mettait nous en avant dans l'article, c'est en plus de qu'est-ce qui marche de manière générale, qu'est-ce que l'individu préfère. Je te prends un exemple, il y a quelque chose qui pour moi est extrêmement irrésistible, c'est les chips. Je suis vraiment terrible quand je suis face à un paquet de chips. Et si tu me mets chez moi un paquet de chips ou des chips devant moi, j'ai aucune chance, je vais les tabasser. La première stratégie que je pourrais avoir, c'est résister, qui est une des plus connues, qui a été les plus étudiées dans la littérature sur le contrôle de soi. C'est-à-dire, je résiste. J'observe mon paquet de chips et j'observe les chips et je mange pas. Pour un fumeur, j'ai une cigarette et je la fume pas. Pour quelqu'un qui doit changer pour l'activité physique, je ne veux pas être sédentaire, je résiste à l'envie d'aller dans le canapé. Et ça, en final, ça marche pas très bien. Il y a plein de personnes pour qui ça marche pas. Un autre outil de mon couteau suisse, ça peut être simplement de prendre le paquet de chips et de le ranger à un endroit où je le vois pas. Et là, l'envie, elle va peut-être durer encore 30 secondes, une minute, et puis elle va disparaître parce que de toute façon, ce qui déclenche l'envie, il est plus palpable, il est plus devant moi. Et ça, moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui marche super bien. J'ai remarqué que dans ma vie de tous les jours, si je prenais ce paquet de chips qui me donnait super envie le soir, vers 19h, et que je le mettais de côté, je le rangeais dans un placard, je le vois plus, tout va bien. Moi, ça marche très bien avec mon téléphone. Par exemple. Je mets une distance physique avec mon téléphone. Mais le mettre dans une poche, dans mon sac à dos, et déjà rien que l'idée de me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ah non, mon téléphone, faut que j'enlève le sac, faut que je le fasse. Faut que j'ouvre la poche, faut que je retourne, faut que je sorte. Je mets des barrières sur ça. Et du coup là par exemple pour reprendre le cadre de l'activité payer les impôts physique, ça marche pas. J'ai beau mettre beaucoup de contraintes, devoir rentrer mes mots de passe, je suis quand même obligé de les payer. Ouais, c'est chiant. Et si on reprend le cadre de l'activité physique et de la sédentarité, en fait c'est par exemple ne pas rendre accessible la tentation pour le canapé. Ne pas rendre accessible que ça se déclenche même pas ou très peu. Donc rentrer chez soi le soir par exemple quand on a prévu de faire de l'activité physique, on rentre chez soi, les affaires sont prêtes dans l'entrée, on rentre, on enlève nos affaires, on se change dans l'entrée, on repart directement courir. On n'est pas passé par la case où on va voir le canapé, on va voir la télé, on va voir la télécommande et là on va voir la PlayStation pour moi si je prends un exemple sédentaire que j'adore et on va vouloir... J'adore cet exemple de la PlayStation. C'est terrible. Ah c'est terrible. Donc ça c'est un exemple, tu rends la tentation distante
c'est un outil du couteau suisse, tu rends la tentation distante et bah, tu essayes de faire en sorte que ce qui est disponible dans ton environnement immédiat, quand tu vas rentrer et que tu as prévu de faire de l'activité physique, c'est ce qui est lié à l'activité physique. Donc je comprends mieux le mot que tu évoquais de contrôle ou de self-control, c'est-à-dire je m'organise pour avoir à éviter de tomber dans mon propre piège. En fait, le self-control, le contrôle de soi, la définition en psychologie actuellement utilisée, c'est pas une question de rigueur ou de quelqu'un qui est capable de se contrôler. C'est pas du tout ça. Les personnes qui n'ont pas un bon self-control, c'est pas des personnes qui se contrôlent mal. C'est simplement qu'elles n'ont pas encore identifié leur bonne boîte à outils, quels sont les bons outils à utiliser et qu'elles n'arrivent pas encore à les mettre en place. Le contrôle de soi, c'est un ensemble de stratégies, d'outils, qui te permettent d'atteindre tes buts à long terme au détriment de buts à court terme qui sont pas compatibles. Par exemple, être sédentaire alors que ton but c'est de faire plus d'activité physique. Et cette boîte à outils, elle est super large, tu as plein d'outils possibles, tu as plein de stratégies qui marchent. Tu peux m'en donner ton top 5 ? Bien sûr. Alors là, on vient de dire par exemple l'évitement. Celui qu'on a discuté tout à l'heure, c'est l'évitement, ranger le paquet de chips, donc faire en sorte que ce soit immédiatement disponible, ce qui est lié à l'activité physique. Donc une autre qui existe, ça va être ce qu'on appelle le délai de gratification. Essayer de décaler dans le temps le moment où on va avoir le plaisir. Si par exemple, on pense que c'est plaisant d'être dans le canapé, on peut aussi se focaliser sur à quel point ça va être encore plus plaisant d'être sur le canapé une fois qu'on aura fait une demi-heure d'activité physique. Et ça, moi, c'est celle que j'utilise le plus pour la sédentarité. Le samedi, généralement, j'ai ma sortie longue qui va durer 3, 4, 5 heures. Et ben, je peux avoir très envie de jouer à la console le samedi matin. Je vais me dire, ouais, mais quand je vais rentrer, je vais manger et là, je vais me mettre devant ma PlayStation. Alors là, ça va être encore plus plaisant. Donc, ce truc qui est déjà agréable, bah, je l'ai décalé pour le rendre encore plus agréable une fois que j'aurai fourni mon premier effort. Donc ça, c'est une autre stratégie qui existe. Il y en a une autre qui... Alors, j'ai pas trop travaillé dessus, mais qui apparemment semble efficace dans certains travaux, c'est réévaluer la tentation. Et à quel point est-ce qu'elle est, elle est compatible ou incompatible. En fait, souvent, il y a des travaux qui sont intéressés à se dire... alors, c'est plutôt dans le cadre de l'alimentation, mais qui ont montré que quand tu craques sur quelque chose de sucré, par exemple, tu manges une barre chocolatée au lieu de la pomme, c'est souvent très impulsif. Si tu prends 5 minutes pour réévaluer à quel point la barre chocolatée est tentante, à quel point est-ce qu'elle est compatible avec ce que tu veux, est-ce que c'est réellement plaisant, est-ce qu'une pomme c'est pas également plaisant de la manger, quand tu mets juste un petit processus de réflexion sur ce qui est en train de se passer, et ben en fait tu vas plus facilement choisir la pomme que la barre chocolatée. Ça me le fait avec le McDo. Souvent, tu vois, quand je vais par ce McDo, je vais penser d'abord au fromage du Big Mac et je vais me dire, il va être bon, il va être bien fondant. Et la plupart du temps, je me dis, non, mais en fait, vraiment, quand tu l'as, souvent ton sandwich il est un peu froid, tu le digères pas bien, littéralement, tu as mal au bide et tu te sens fatigué après derrière. Alors, ce que tu mentionnes, ça marche très bien, par exemple, dans le cadre de l'alcool. Il y a plein de personnes qui ont fait ça dans le cadre de... j'essaie de réduire ma consommation d'alcool, je me focalise sur je suis pas bien les lendemains où j'ai beaucoup bu. Donc peut-être qu'au moment où je bois, je me contente, par exemple, d'un demi plutôt qu'une pinte. Il y a un truc, typiquement, que je fais, qui a pas mal changé. Bon, je sors moins maintenant, mais je te parle de moi quand j'avais 20 ans, ou le dernier verre. Ouais. Tu sais, tu l'as payé, il est là, et tu sens déjà que tu as un peu trop bu, et tu te dis, je vais quand même le boire parce que je l'ai payé, mais en fait, tu te dis, en fait, je suis déjà pas bien. J'ai déjà trop bu. Certes, je l'ai payé, mais en fait, j'ai payé un truc pour m'empoisonner encore plus, et qui va faire que je vais me sentir encore moins bien. Et ce dernier verre, je le prends plus. Alors, c'est du gâchis, donc je travaille sur après ne plus commander de verre. Maintenant, la stratégie que j'ai mis en place, c'est en fait quand je sors, j'estime à peu près l'heure à laquelle je vais rentrer. Souvent, je rentre soit quand je rentre vers 2h, soit vers 4h, 5h, ce qui m'arrive de moins en moins. Les bonnes soirées. Les bonnes soirées, ça m'arrive 3 fois par an. Mais en gros, j'arrête de boire 2 heures avant ma fin de soirée. Un autre exemple, alors je ne sais pas à quel point c'est transférable à l'activité physique et la sédentarité, mais moi quand j'ai eu un moment où j'ai voulu réduire ma vie étudiante, où je buvais, je faisais des soirées, quand je faisais une soirée c'était bien arrosé, à des soirées où j'étais plus raisonnable, parce que c'était aussi plus compatible avec mes objectifs sportifs, je suis passé de la pinte au demi en permanence, en me disant que de toute façon quand tu es avec un groupe d'amis et que tu bois avec eux, tu vas pas te relever tout seul une fois que tu as fini ton demi pour aller faire une nouvelle tournée, tu vas attendre tout le monde, donc tu as un petit décalage et au final tu bois 2 fois moins. Ouais, et ça c'est aussi quelque chose que je conseille. On a quand même cette culture en France de si tu bois pas, t'es pas un bon vivant et tout, on s'en fout en fait. En fait, ça c'est ce qu'on a autour de 20 ans, mais quand vous vieillissez, en fait, les gens comprennent que l'alcool ça fatigue et ça t'enlève des points de vie et t'as pas besoin d'alcool pour te marrer. Donc moi, je cherche même plus à me justifier quand je bois pas. Il y a des soirées où j'ai pas envie de boire ou quand je bois peu. Dire je préfère, point. Et je trouve que plus on vieillit, moins les gens posent de questions. J'ai tendance à croire, je me trompe peut-être, et des personnes qui travaillent sur l'alimentation seront peut-être plus calées que moi pour répondre, mais j'ai tendance à croire que
boire un truc sucré, ça aura quand même moins de conséquences à long terme sur toi que boire quelque chose d'alcoolisé. Donc si un premier pas, c'est de choisir des choses sucrées plutôt que de l'alcool, pour petit à petit peut-être choisir juste de l'eau gazeuse, c'est peut-être aussi un pas. Moi en tout cas c'est celui qui m'a aidé. Je me suis dit je bois un truc sucré plaisant, une limonade, tant pis pour le sucre, au moins j'ai pas l'alcool, et après petit à petit je pourrais juste peut-être boire de l'eau gazeuse. Je vais te raconter une petite anecdote qui m'a complètement fait changer d'avis sur une soirée sans alcool, et peut-être que si jamais vous avez des amis autour de vous qui ne boivent pas d'alcool, ou vous avez envie de passer le cap et d'arrêter de boire de l'alcool, cet été je suis parti à Bali, et je suis parti tout seul avec mon sac à dos. Et au milieu du voyage, j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait plein de potes et ainsi de suite. Et on devait faire l'ascension du mont Rinjani. C'est à 3700 mètres de hauteur, c'est dans des conditions difficiles. Et en gros, ils organisent ça sur 3 jours. Et moi, je m'étais fait des super bons potes le jeudi. Et normalement, je devais partir le jeudi matin. Et là, le jeudi, on se motive tous en disant, allez, on se fait une dernière soirée ensemble. Et je décide de rester avec eux. Et du coup, je pars le vendredi matin. Je fais la soirée avec eux le jeudi soir. Et comme le lendemain, je devais partir me faire 12 heures de caisse pour aller jusqu'en bas du mont Rinjani et après me faire attendre une ascension. Et je devais partir à 2 heures du matin. Je me suis dit, je vais peut-être pas m'enchaîner une grosse bringue. Plus en plus me réveiller à pas d'heure, plus me faire la caisse et après machin. Je me suis dit, ok, je vais faire la soirée avec eux. Je vais pas dormir, mais je vais pas picoler. J'ai passé une des meilleures soirées de ma vie. J'ai dansé comme jamais. Et chose incroyable, je te jure que c'est vrai, j'ai trouvé ce soir-là mon sens du rythme. Je n'ai jamais eu le sens du rythme de ma vie. Et là, le fait d'être dans un bar, en train de danser, complètement décomplexé, j'avais à un moment donné un gros son de hard rock, et j'étais comme ça, et j'ai trouvé le sens du rythme. Et depuis, j'ai le sens du rythme. J'ai fait l'ascension du mont Rinjani, et je me suis trop éclaté. Donc, l'alcool n'est pas nécessaire pour s'amuser, mais on est un peu digressé. Ouais, pour revenir sur enlever tes freins, tu m'as évoqué mettre de la distance, ou tu l'as évoqué comment ? Alors, mettre de la distance, penser au plaisir du comportement qui nous tente plus tard. Donc j'ai envie de regarder une série, ça va être plaisant, ouais, mais ce sera encore plus plaisant une fois que j'aurai fait ma demi-heure de sport. Donc ça, c'était le deuxième. Le troisième que j'ai évoqué, c'est réévaluer à quel point la tentation est compatible avec l'objectif à long terme. J'ai envie de regarder une série, ouais, mais est-ce que c'est vraiment compatible avec mon objectif d'être plus actif ? Est-ce que je serais pas encore plus satisfait ? Donc réévaluer à quel point c'est tentant. Là, je pense qu'il y a la résistance, comme on l'a dit, il y a des personnes qui sont super fortes à ça. Simplement se dire non, je ne le fais pas. Et qui vont y arriver. Je sais que moi, c'est pas une qui fonctionne, mais il y a des personnes chez qui ça marche très bien. Alors, on avait des travaux là-dessus qui montraient que il y avait une sorte de déterminisme, pour reprendre le terme que tu as utilisé, de capacités cognitives qui te permettraient d'avoir certaines stratégies plus efficaces que d'autres de base, qui fait que certaines personnes, par exemple, qui ont une bonne inhibition cognitive, elles seraient bonnes à résister. Les personnes qui auraient une bonne flexibilité mentale, elles seraient bonnes à changer en faveur d'autres choses. Donc bref, il y a plein de travaux. Tous les cas théoriques que je cite là, ils sont assez récents, donc les travaux sont en train d'émerger. Peut-être que ça va exister d'ici quelques années. Un profilage de personnalité pour savoir à quoi est-ce qu'on a plus de chances de répondre. C'est ça. Et puis ne serait-ce que demander à l'individu, si par exemple, vous êtes plus à l'aise avec quoi ? Par exemple, moi, tu vois, très vite, je t'ai dit, si j'ai les chips devant moi, j'y arriverai pas. Si je les mets dans le placard et que je les vois plus, j'ai pas de souci. Si je m'en accorde un petit peu, par exemple, je me fais un petit bol de chips, je range les chips après, je me fais un petit bol et j'ai mon petit plaisir. Par exemple, l'activité physique ou la sédentarité, ok, je me pose, mais je mets un réveil. Est-ce que tu conseillerais du coup à des gens qui sont en difficulté d'aller voir un psy ou un préparateur physique et ou mental pour mieux connaître leurs outils, connaître leurs freins, leurs courants ? Alors, la première chose qui va être difficile, c'est, comme je t'ai dit, c'est assez récent. Donc, il va peut-être falloir encore un petit peu de temps avant qu'on puisse vraiment identifier les bons leviers qui vont aider les individus à résoudre ces moments où deux courants vont pas dans le même sens. La deuxième chose, c'est typiquement les personnes qui font... Alors, c'est la branche de formation dans laquelle je viens, l'activité physique adaptée, les profs d'APA, qui normalement ont déjà une base, qui sont censées aider dans l'entretien motivationnel, dans la discussion avec les personnes, si elles sont bien formées et qu'elles prennent le temps, qu'elles ont le temps. Elles sont censées pouvoir aider l'individu à faire les bons choix et du coup à les accompagner dans ce processus de choix, on va dire. Et je suis désolé, mais pour les psys, je connais pas assez bien la formation psycho pour savoir en fait le contenu des formations. Donc il y a très certainement plein de psychos qui seront capables d'aider les personnes, mais j'ai du mal à répondre puisque je connais mal ce parcours. J'ai une dernière question. Tu prends l'exemple du paquet de chips, tu le mets dans un petit bol, tu mets de la distance, mais celui qui est sur son téléphone et qui commence à scroller,
Ouais. Là, c'est un paquet de chips infini. Ouais, c'est un paquet de chips infini. Et plus tu descends dans le paquet de chips, Mhm. plus c'est difficile d'en sortir du Ouais. paquet de chips. Alors aujourd'hui, il existe des applications qui sont faites pour ça, qui sont là pour te dire, tu peux l'installer et quand tu scrolles depuis un moment, elle te met un petit rappel en disant attention, ça fait 10 minutes que tu es sur ton téléphone, sur un réseau social. Donc ça peut être une possibilité. Et sinon, simplement le mode alarme de ton téléphone, on a tous un mode alarme et tu peux le programmer en disant bon, bah, je m'accorde ce 10-15 minutes de décompression. Je rentre du boulot, c'était une journée difficile, je me mets dans le canapé, je souffle, je me mets 10 minutes, un quart d'heure, je fais ce que je veux. Je peux lire, je peux jouer à la play, ça risque d'être un peu court, mais je peux scroller. Mais par contre, dans 15 minutes, j'ai mon minuteur qui sonne, et là, ça veut dire que c'est fini et j'y vais. Donc, au final, c'est juste un petit minuteur. Très bien. Cyril, c'était hyper intéressant. On pourrait en parler pendant des heures. Comme d'habitude, dites-le nous en commentaire si vous voulez que Cyril revienne pour d'autres épisodes. Tu nous as dit un truc en début sur lequel tu n'as pas rebondi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? En fait, c'est vrai que j'ai dit que j'avais arrêté ma carrière académique après quelques années de recherche. Aujourd'hui, maintenant, alors j'ai monté une petite structure qui s'appelle Courir Mieux, où j'accompagne des personnes dans leurs projets sportifs de course à pied. Donc j'entraîne des gens, je reviens à mon premier amour qui m'a fait aller en STAPS, entraîner des gens et les aider à arriver à ça. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un site, j'ai un Instagram et j'ai un podcast. Donc où je fais pas aussi bien que le podcast d'aujourd'hui, mais je fais un peu de vulgarisation scientifique liée à l'entraînement. Et à côté de ça, je fais également du contenu qui est lié à l'entraînement, qui est lié à réussir ses objectifs en course à pied et en trail. Merci beaucoup. Tous les liens sont en description. Pour information, ce recrutement avec Cyril s'est fait directement sur ma page Instagram. Quand j'avais appelé des experts qui ont écrit une thèse, tu m'as répondu par mail, évidemment. Et donc, si jamais vous aussi, vous avez écrit des thèses sur la santé, le bien-être, l'alimentation, ou globalement, ces petits un peu life hacks qu'on peut avoir, écrivez-moi un mail. Attention, je ne lirai que ceux qui sont, sérieux. Bien formulé. Voilà. Le lien sont dans la description. Cyril, merci infiniment, c'était hyper intéressant. J'espère que vous aurez appris des clés justement pour soit vous sortir de la sédentarité, soit au moins valider des comportements que vous avez déjà et mieux savoir ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes dans votre canapé et que vous avez en fait envie de vous entraîner. Eh ben, merci beaucoup Greg pour Avec l'invitation. plaisir. Si jamais il y a des questions, je pourrais aussi essayer d'y répondre. Peut-être Si sur les un épisode personnes, 2. oui, ou si les personnes me contactent, je ferai de mon mieux Mais pour oui. répondre. Et excellente continuation avec cet épisode. J'espère qu'il aidera des gens à faire plus d'activité physique. J'espère aussi. Merci à notre partenaire du jour, Doctolib, qui a rendu cet échange possible. Je compte sur vous, évidemment, pour nous dire en commentaire quel type d'expert vous aimeriez avoir, soit si vous connaissez directement un expert, soit au contraire, nous mettre des conseils de vie que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Doctolib, qui est notre partenaire du jour, permet aux patients de prendre rendez-vous avec des soignants, des kinés, des médecins, des infirmières et tout un panel de professionnels de santé. Doctolib contribue à une santé plus préventive grâce à des messages de sensibilisation sur des grands enjeux de santé. Je vous mets les liens dans les descriptions sur les réseaux sociaux de Doctolib Pro et de Doctolib Patient et évidemment le lien vers les applications Pro et Patient si jamais vous voulez directement télécharger l'appli. Merci beaucoup pour votre attention. Si jamais ça vous a intéressé, vous pourrez regarder cet épisode avec un expert pour nous donner plein d'astuces de bien-être et cet deuxième épisode avec un autre expert. Et là, vous avez compris que j'avais enregistré ça longtemps en avant et que je ne sais toujours pas quelle vidéo va apparaître ici et ici, mais je sais que c'est qualitatif. Allez, ciao.